Bienvenue à l'exposition Horace Vernet qui se tient au château de Versailles jusqu'au 17 mars 2024. Les visiteurs vont découvrir en fait Horace Vernet, qui est l'un des grands peintres français du 19e siècle, un peintre un peu oublié, mais qui mérite d'être vraiment remis en lumière. Et l'exposition en fait est la première grosse exposition monographique sur Horace Vernet. Il y a eu à Paris une exposition en 1980 qui avait eu lieu à l'École des Beaux-Arts et à l'Académie de France à Rome. Mais là, c'est une exposition qui montre Vernet dans tous les aspects de son œuvre et en particulier dans les tableaux de grand format qui sont tous conservés aujourd'hui à Versailles. Alors Horace Vernet était d'une famille de peintres. Il était le petit-fils de Joseph Vernet, un peintre de marine qui a travaillé au XVIIIe siècle. On le connaît bien pour la série des ports de France, qui lui avait été commandée par le roi Louis XV pour illustrer un peu le développement de la marine en France, marine commerciale et militaire, dans les années 1750-1760. Il est le fils de Karl Vernet, qui est un peintre qui a travaillé pour Napoléon, qui a été aussi un illustrateur de mode, qui a peint beaucoup aussi de chevaux. Ça a été un peintre de chevaux, de chasse, de guerre, qui a travaillé sous l'Empire, à la fin du XVIIIe siècle, et puis en particulier sous le Premier Empire. Il vient complètement d'une famille d'artistes, puisqu'il est aussi, par sa mère, le petit-fils de Jean-Baptiste Moreau, Moreau le Jeune, qui a été un des grands dessinateurs français du XVIIIe siècle, qui a travaillé, qui a représenté la vie parisienne, qui a travaillé pour les menus plaisirs, qui a représenté toute la société et tous les événements à Paris sous l'Ancien Régime, à la fin de l'Ancien Régime. Et donc il a appris son art auprès de son grand-père maternel, auprès de son père aussi, dont il a été quasiment le seul élève avec Théodore Géricault. Et il est tombé finalement dans la peinture dès son plus jeune âge. C'est un artiste né qui ne suit pas un enseignement classique, comme le suivront beaucoup d'artistes de sa génération, mais il est vraiment tombé, il est né avec un pinceau dans la bouche, on pourrait dire. Et c'est un artiste qui a une très bonne nature, qui a une nature humaine un peu solaire aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas un tourmenté dans cette génération romantique à laquelle il appartient. C'est un artiste qui est heureux de vivre, qui marche bien, qui n'a pas véritablement d'état d'âme et qui est capable d'aborder tous les genres avec la même facilité et dans tous les formats. C'est ça qui est assez fascinant chez un artiste comme lui. Qu'est-ce qui caractérise l'art d'Horace Vernet? C'est un peu difficile à dire parce que c'est un artiste qui n'a pas une production vraiment monolithique, qui n'a pas un style unique, déterminé, qui permet de le reconnaître au premier coup d'œil, comme c'est le cas justement pour des contemporains qui ont été proches de lui, comme Géricault ou comme Delacroix, auquel on l'a beaucoup opposé. En tout cas, ce qui frappe, c'est que c'est un peintre qui est complètement de son temps, qui est un peintre dans la modernité, peintre des sujets modernes souvent, mais qui a peint aussi beaucoup de sujets d'histoire, qui a peint beaucoup de sujets de romans. Ce qui est amusant, c'est que tous les contemporains qui ont visité son atelier disent tous un peu la même chose, c'est-à-dire que Vernet est là dans son atelier, mais on ne le trouve pas à son établi en train de travailler à un tableau, il est en train de fumer, de préparer le thé, de recevoir des visiteurs, de faire semblant de se battre avec un de ses élèves par exemple. C'est un personnage qui est très sautillant comme ça, en fait, dont on se dit souvent c'est un peintre pas sérieux, et c'est pour ça qu'il a été d'ailleurs éreinté par toute une partie de l'histoire de l'art, mais aussi par une partie de la critique de son temps. Alors l'œuvre qui est derrière moi, c'est un très grand tableau qui a été commencé par Vernet pour les salles dans lesquelles nous sommes, les salles d'Afrique. Pour la salle du Maroc, c'est un tableau qui raconte un épisode de la guerre au Maroc. Et en fait, ce tableau est une esquisse pour un épisode des combats de Mogador, qui a été laissé inachevé par Horace Vernet, qui a cessé d'y travailler brutalement en février 1948, au moment de cette révolution qui bouscule la monarchie de Juillet et qui arrive donc à la proclamation de la Seconde République. Donc Vernet, ne sachant pas ce qui allait se passer, avait reçu la commande du tableau, il arrête brutalement son travail, la Seconde République évidemment ne poursuit pas la commande de Louis-Philippe, et donc le tableau, après être resté dans l'atelier quelque temps, l'atelier qui se trouvait dans la salle du jeu de paume, ici à Versailles, en contrebas du château, le tableau est délaissé, finalement il est démonté, on le décloue de son châssis, on le roule, et il est resté dans les réserves du château jusqu'à aujourd'hui. Et donc on le voit dans l'exposition Vernet, pour la première fois il est présenté au public depuis 1848. Et alors c'est un tableau très intéressant parce qu'il montre la méthode de travail de Vernet. On voit que toute la partie paysage, la partie haute est terminée pratiquement déjà. Il manque le vernis, bien sûr, le vernis final, mais le paysage est déjà traité avec des effets de lumière absolument incroyables. Et toute la partie basse du tableau où devait se passer l'action militaire est simplement à peine esquissée. La toile est préparée avec ses préparations blanches et on a simplement quelques figures dessinées, un dessin qui est très fantomatique aujourd'hui et qui ne permet pas de comprendre l'ensemble de l'action.
Voilà, ce qui illustre là, cette technique de travail de Vernet, dont témoignent certains contemporains qui disent mais Vernet ne travaille pas avec une esquisse qu'il reporte d'un dessin sur la toile avec un système de mise au carreau. Pas du tout. Il fait des dessins préparatoires et ensuite il a toute la composition dans la tête et il se lance de chic comme ça sur la toile d'un instant à l'autre. Donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup stupéfait les contemporains. Et cette toile, c'est un tableau énorme puisqu'elle mesure 5 mètres par 10. Et on a placé là dans le cadre de l'exposition une échelle devant pour donner l'impression que Vernet va arriver pour reprendre son tableau. Mais c'est tout à fait stupéfiant d'avoir cette œuvre comme ça, arrêtée net du jour au lendemain, par un artiste qui était en train de livrer une de ses dernières commandes pour ses salles d'Afrique. En fait, Géricault est un ami d'Horace Vernet. C'est assez amusant parce que les critiques ont toujours opposé les deux artistes. Géricault représentant l'artiste romantique par excellence, l'artiste tourmenté, dont on trouve un portrait ici, d'ailleurs peint par son ami Vernet. Et en fait, Vernet, lui, est un artiste qui n'a pas d'état d'âme, qui a une personnalité très solaire, très lumineuse, auquel la peinture vient naturellement, ce qui lui vaudra un peu de jalousie de la part de ses camarades d'atelier souvent et de ses camarades artistes tout au long de sa vie. Et il a pourtant un lien très étroit avec Géricault, car ils sont camarades d'atelier. Géricault a été le seul élève de son père, Karl Vernet. Ils sont passés tous les deux dans l'atelier de Vincent à Paris. Et en fait, ce sont des artistes qui se sont fréquentés de très près pendant des années. Et Vernet est resté très lié à Géricault jusqu'à sa mort en 1824. Donc en fait, c'est vraiment, il y a un lien d'amitié très important entre les deux. Ce sont deux artistes qui font des choses différentes, mais qui ont parfois un peu les mêmes sujets, mais traités de manière différente. Ce sont en tout cas des artistes qui sont camarades, qui se respectent, qui sont amis dans la vie, qui sont voisins aussi d'atelier, puisque Vernet a un atelier à un moment rue des Martyrs et Géricault est juste à côté, en fait, et son voisin immédiat. Et il y a un lien très, très fort entre les deux artistes. Alors, Vernet, en fait, a peint à Rome. Il a fait un petit séjour à Rome en 1820. Il faut expliquer pour ça qu'il est parti avec son père à Rome cette année-là, parce qu'il n'avait pas, en fait, suivi la formation des artistes classiques à cette époque-là, en passant par les prix de Rome, le séjour, le Graal, qui était le séjour à l'Académie de France à Rome. Il ne connaît pas Rome, et donc son père décide de l'emmener dans une espèce de voyage initiatique à Rome pendant quelques mois en 1820. À Rome et en Italie d'ailleurs, parce qu'ils vont à Naples également. Et en fait, au cours de ce séjour à Rome, ils assistent à ce qu'on appelle la course des chevaux libres, qui marque à Rome la fin du carnaval. À la fin du carnaval, on bloque le Corso, qui est la rue principale du centre de Rome, et on lâche des chevaux librement comme ça, des chevaux qui courent. C'est une fête qui a l'avantage d'être une espèce de fête presque païenne, qui n'a pas du tout une connotation religieuse, et tous les voyageurs qui passent à Rome à ce moment-là se passionnent pour cette fête qui est un moment important, et tous les artistes se sont essayés justement à représenter la course de chevaux libres. Donc dans cet espace, on a à la fois un tableau de Géricault qui montre cette course de chevaux, un tableau de Karl Vernet, le père d'Horace Vernet, qui montre un travail extrêmement soigné, dans un esprit extrêmement différent. Et puis l'œuvre de Vernet, le tableau de Vernet doit exister quelque part. Pour le moment, il n'est pas repéré. C'est un tableau que l'on cherche, qui réapparaîtra un jour ou l'autre, et pour lequel on présente ici deux esquisses, en fait, qui montrent cette liberté de l'art de Vernet, qui le montre très romantique dans sa technique, dans l'enthousiasme, le côté très flamboyant de la technique aussi, qui montre que c'est un grand peintre de chevaux. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Il aime les chevaux. Il est un excellent cavalier. Il pratique l'équitation toute sa vie. Il achète des chevaux, il les revend, il échange les chevaux. Enfin, c'est vraiment un homme qui connaît parfaitement les chevaux, mais qui, ça ce sont des spécialistes d'équitation qui le disent, n'a pas tenu compte des découvertes photographiques qui ont permis d'analyser le pas du cheval dans les années 1850-60 avec les débuts de la photo. Mais il connaît bien les chevaux et il a représenté dans les esquisses de cette course de chevaux libres des chevaux d'une manière extrêmement précise sur le plan anatomique, parce qu'il les connaît bien et aussi de manière très expressive. Et le tableau qui est ici est très intéressant parce qu'en fait on voit la technique de Vernet, qui est une technique très libre. Vernet, au lieu de monter son tableau par couches successives, c'est-à-dire en partant du fond du tableau et on remonte petit à petit, on dessine les figures, dessine déjà, a terminé en quelque sorte toute une partie du tableau. Il y a une partie où la toile est juste préparée et on voit une technique qui est complètement à l'inverse de la technique académique qui voudrait que le tableau se monte comme ça par étapes successives jusqu'à l'étape finale et au vernissage. Et là, en fait, on a toute une partie du tableau qui est complètement terminée
l'autre pas du tout commencé. Et ça, c'est quelque chose qui saisit en fait aujourd'hui encore le visiteur, parce que c'est pas du tout la technique traditionnelle enseignée dans les ateliers. Et ça vient sans doute aussi du fait que Vernet a eu cette formation non classique, non traditionnelle, qui passe par les étapes comme ça de concours, de prix, pour lesquels il faut se plier à une discipline très précise. Il a une liberté de technique qui lui permet de faire ce genre de choses, et qui permet d'un côté d'avoir un tableau fini, et puis ailleurs un tableau qui en est encore au stade de l'esquisse, et même pas de l'esquisse, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dessin, il n'y a même pas le début de quelque chose, il y a juste la toile tout juste préparée. Oui, alors Vernet, comme beaucoup de gens de sa génération, et en particulier tous ces artistes du romantisme naissant, Vernet a beaucoup travaillé d'après des sujets de romans. Il a illustré énormément des romans qui sont à la fois des romans contemporains, souvent des romans historiques plus anciens, comme les romans de Camoens, par exemple, qui est représenté dans cette salle par un petit tableau. Sont beaucoup des romans de Byron, qui ont été très à la mode à ce moment-là, les romans de Walter Scott. Enfin, c'est quelqu'un qui a puisé largement dans la littérature de son temps qu'il connaît bien. Il avait une riche bibliothèque, d'ailleurs, qu'il a vendue de son vivant. Et on a ici en fait un tableau illustrant l'histoire de Mazeppa, qui a été illustré par beaucoup d'artistes de ses contemporains, dans des formats parfois très différents. Alors Mazeppa, c'est un roman de Byron qui met en scène un personnage qui est un jeune officier ukrainien, qui séduit la femme de son chef, en quelque sorte, qui lui-même décide de se venger de ce mauvais garçon. Et finalement, la vengeance va se manifester par la capture de Mazeppa, que l'on déshabille et que l'on accroche nu sur un cheval, que l'on va lancer comme ça au galop dans la campagne en se disant, voilà, il va tomber de cheval, il va mourir dans des conditions atroces, etc. Et Vernet est revenu à plusieurs reprises pendant les années 1820 sur ce thème, et notamment ici avec le Mazeppa au loup, qui est un tableau que Vernet a présenté au Salon, qu'il a aussi offert en fait à la ville d'Avignon, dont il était originaire, pour son musée, et c'est donc le musée Calvet qui a prêté le tableau à Versailles. Donc en fait, c'est l'idée d'un personnage vulnérable, comme ça, représenté nu. Il faut penser que le tableau donne l'impression qu'on a un personnage extrêmement vertueux, comme ça, qui subit des tas de misère. En fait, c'est vraiment l'histoire d'un mauvais garçon auquel il arrive de mauvaises choses, mais qui néanmoins va survivre à ces mauvais traitements. Et donc, il est attaché sur ce cheval qui est lancé au galop, et on le voit ici dans un environnement un peu terrifiant, puisqu'il est entouré par des loups qui ont les yeux vraiment enflammés, qui s'apprête probablement à dévorer et le cheval et son cavalier de circonstance dans une espèce de course déchaînée comme ça vers la mort. C'est un thème évidemment de peinture très romantique que Vernet a décliné à plusieurs reprises sur un autre tableau qui est dans cette salle également avec une mise en scène différente. Voilà, mais on sait que dans le roman de Byron, effectivement, Mazeppa s'en sort finalement dans de bonnes conditions. Alors que c'est l'anti-héros, c'est le mauvais héros, mais qui devient le héros quand même d'un roman. On n'hésite pas à mettre en scène ce genre de sujet, ce qui n'aurait pas été le cas probablement aux générations précédentes, avec des artistes qui étaient plus dans la tradition de la vertu, voilà, de personnages plus recommandables en quelque sorte qu'un mauvais garçon comme ce Mazeppa. Alors c'est un artiste engagé d'une certaine manière, mais avant de passer au service de la Restauration, au milieu des années 1820, il peint beaucoup de sujets pour l'opinion libérale en fait. Il faut penser qu'il est né en 1789, il n'a pas connu véritablement l'Ancien Régime, il est vraiment un artiste qui veut de la nouveauté, qui a besoin de nouveauté comme tous les gens de sa génération, et donc il a plutôt une sensibilité
tantôt républicaine, tantôt bonapartiste, tantôt orléaniste. Il a des liens assez forts avec le duc d'Orléans à l'époque, qui commence à émerger beaucoup sur le plan politique. Et il réalise beaucoup de tableaux pour une opinion libérale, et en particulier pour d'anciens de l'Empire qui ont la nostalgie en fait, de la période napoléonienne et de la grande période de gloire française en fait, qui est celle des conquêtes napoléoniennes. Donc en fait, entre 1815 et le milieu des années 1820, il réalise toute une série de tableaux dont on présente un très bel échantillon en fait ici, de tableaux à sujet napoléonien. Alors ce ne sont pas évidemment des grandes batailles, puisqu'on n'en est plus à la représentation des grands événements contemporains, puisque les batailles sont passées. Comme on est sous la Restauration, il y a une censure qui fonctionne, il y a une police qui surveille tout ça. Donc on réalise plutôt des petits tableaux de format relativement réduit, mais avec des sujets napoléoniens très marqués, qui se vendent, j'allais dire sous le manteau. En fait, ils se vendent tout à fait librement, mais c'est vrai que ce sont des tableaux qu'Horace Vernet ne peut pas présenter au salon, et justement en 1822, deux de ces tableaux sont refusés parce que l'un rappelle un événement de la Révolution dont la Restauration, les Bourbons restaurés ne veulent pas entendre parler, et l'autre un événement de la période napoléonienne qui est la défense de la porte de Clichy, qui est ici à côté de moi, qui est un tableau là aussi qui montre la défense d'une des portes de Paris par l'armée régulière, mais surtout la garde nationale, au moment de l'arrivée des Alliés sur Paris, après la première abdication de Napoléon, donc on est en 1814. Et en fait, ce sont des sujets qui plaisent. Il y a des amateurs pour ce genre de sujet, mais effectivement, on refuse ces tableaux au salon. Et Vernet, se voyant refuser la plupart de ces sujets, décide d'ouvrir, et ça c'est une chose tout à fait inédite, il ouvre un salon personnel en quelque sorte, en marge du salon officiel, dans son atelier, qu'on a appelé le salon de Monsieur Horace Vernet, rue des Martyrs. Il ouvre ce salon et il présente une quarantaine d'œuvres de sa production récente, avec beaucoup de sujets napoléoniens, donc des sujets qui sont dans l'air du temps en réalité, mais qui officiellement sont tout à fait refusés par les autorités de la Restauration. Et alors à la suite de ça, il a évidemment toute une clientèle qui demande et qui redemande ces sujets. Il reçoit, finalement on lui demande à un moment d'être raisonnable finalement. C'est peut-être aussi une question d'âge, il évolue, la maturité arrivant. Il va recevoir plusieurs commandes de la part du régime de la Restauration. Louis XVIII d'abord, puis Charles X, son frère, qui monte sur le trône successivement, lui commande des tableaux, un portrait officiel du duc d'Angoulême de retour de la campagne d'Espagne de 1823, et puis un portrait qui est dans cette salle de Charles X avec son état-major, c'est-à-dire les princes de sa famille, qui va être présenté au salon. Donc tout de suite, l'œuvre de Vernet à ce moment-là connaît un basculement, c'est-à-dire qu'il sort un peu d'une forme de clandestinité, même s'il est tout à fait connu dans le monde de la peinture et très recherché par beaucoup d'amateurs, pour se lancer dans des grandes peintures officielles. Et c'est une chose qui va se confirmer avec le régime qui suivra, la monarchie de Juillet, donc Louis-Philippe, duc d'Orléans, cousin des Bourbons de la branche aînée renversé. Louis-Philippe, qui le connaît bien, pour lequel il a travaillé sous la Restauration, va lui commander de nouveaux tableaux. Et c'est lui qui recevra les plus belles commandes, en fait, pour les galeries historiques de Versailles, des tableaux qui sont présents dans cette exposition. Oui, alors Vernet est un artiste en fait qui a beaucoup voyagé en Orient. Il faut penser qu'il est allé en Algérie juste après Delacroix. Delacroix est allé au Maroc, je crois, en 1832. Et dès 1833, Vernet, qui est à l'époque directeur de l'Académie de France à Rome, demande une espèce de permission spéciale pour faire un voyage, pour aller en Algérie, à la fois fasciné peut-être par cette destination lointaine et aussi pour représenter les événements d'Algérie. Donc il part pour l'Algérie et immédiatement il est fasciné pendant ce voyage par la lumière, par la couleur, par toute cette ambiance extrêmement dépaysante, et il revient imprégné d'exotisme en fait, et il rêve d'exotisme pour sa peinture, et il va effectivement livrer tout un tas de tableaux sur des sujets orientaux, et en particulier des sujets de chasse qui sont inspirés des chasses plus anciennes. Par exemple, on pense aux chasses de Rubens à l'époque classique, avec des chasses au lion, au sanglier, d'autres sortes d'animaux qu'on peut trouver
dans la campagne algérienne, si je puis dire. Et là, vous avez une chasse au sanglier, effectivement, avec un groupe de soldats français et cette figure en costume oriental, qui est le fameux commandant, plus tard colonel Youssouf, qui est une des grandes figures de la conquête de l'Algérie du côté français, en fait, qui est un officier d'origine italienne, qui parle l'arabe, qui s'habille souvent dans un costume local, et qui va être, bon, pas toujours un personnage tout à fait recommandable, mais en tout cas qui a été très, très présent dans les combats en Algérie à ce moment-là, et avec lequel notre Vernet s'est lié d'amitié beaucoup. Alors Vernet, en fait, retourne à plusieurs reprises en Algérie, il achète même une ferme dans la plaine de la Mitidja, pas très loin d'Alger, et il aura vraiment toujours une espèce de fascination pour l'Algérie. Il ira la plupart du temps avec l'idée de faire des dessins pour préparer des tableaux qui lui sont commandés par la monarchie de Juillet, puisque la grande affaire militaire de la monarchie de Juillet, c'est la conquête progressive de l'Algérie, qui était d'abord prévue comme une conquête simplement de quelques villes côtières, et puis finalement les militaires qui rêvent de gloire militaire, vont pousser à une conquête complète du pays, et les Français vont s'enfoncer de plus en plus loin finalement en Algérie. Et Vernet représentera beaucoup ces sujets-là, notamment pour les galeries historiques de Versailles ici, où le roi Louis-Philippe veut mettre en scène ses fils, l'éducation militaire de ses fils à travers les campagnes militaires. Donc Vernet peint beaucoup de sujets de chasse, et beaucoup de sujets de chasse à cheval, qui sont des choses qui l'intéressent beaucoup, parce qu'il connaît à la fois très bien les chevaux, il connaît les animaux, il connaît la chasse qu'il a pratiquée aussi. Et alors, ce qui est étonnant dans un tableau comme ça, c'est le côté qui a surpris les contemporains, la couleur très claire, voire un peu criarde, et puis ici, le dessin qui est presque stylisé, qui est évidemment un aspect très différent de la peinture d'un Delacroix à la même époque, chez lequel la couleur domine sur le dessin. Vernet restera toujours un très grand dessinateur. Ça, c'est sans doute une chose qui fait la différence avec justement un Géricault, avec un Delacroix, avec Decamps aussi, qui est un peintre orientaliste qui est très coté à ce moment-là. Et c'est peut-être aussi ce que les artistes ont moins aimé, c'est qu'il est toujours très accroché au dessin. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Louis-Philippe aimera beaucoup sa peinture, c'est une peinture très dessinée, avec laquelle on peut représenter des événements contemporains d'une façon très réaliste. Et ça, c'est ce que la clientèle de Vernet aime, mais dont la critique souvent essaie de se détacher pour aller vers des choses plus novatrices. Ce qu'on peut dire, c'est que Vernet n'est pas un novateur, mais c'est un homme qui est complètement dans son temps, à la fois par ses sujets, sa technique, sa façon de faire, et il utilise aussi en Orient, pour la première fois, c'est un artiste qui utilise la photographie, il part faire des daguerréotypes au cours d'un voyage en Égypte et au Proche-Orient, et les daguerréotypes vont lui servir aussi pour fixer le souvenir d'un certain nombre de ses impressions d'Orient, et certaines photos d'ailleurs sont publiées sous forme d'album après son retour à Paris. Donc il est à la fois fasciné par l'Orient, mais il n'est pas du tout loin des techniques modernes comme la photo. Et il trouve aussi dans ces paysages d'Algérie, il a l'impression de trouver là les paysages de la Bible. Et ça, c'est assez intéressant parce que Delacroix lui dit, mais en fait, quand je vais dans un gynécée, lorsqu'il peint les femmes d'Alger en Algérie, il a l'impression de voir, il dit c'est le gynécée de l'Antiquité en fait, mais pour Vernet, c'est vraiment le décor de la Bible. Et Vernet va représenter beaucoup aussi de sujets bibliques, ça va être quelque chose qui est très présent dans son œuvre, de sujets bibliques par des personnages en costume arabe, algérien, et il a l'impression que la Bible, c'est ce décor-là. Mais on le lui reprochera beaucoup, parce que pour les contemporains, la Bible doit être représentée dans un esprit néoclassique, finalement, qui est encore la tradition de la peinture gréco-romaine, alors que lui propose de représenter la Bible par des sujets d'Algérie. C'est à ce point de vue-là qu'il est peut-être plus novateur. S'il n'est pas novateur sur le plan de la technique, il l'est du point de vue du choix de son style et des représentations.
Alors Horace Vernet a été, comme beaucoup d'artistes de son temps, un bon portraitiste. Il avait beaucoup d'amis, il avait toute une clientèle qui recherchait les portraits. C'est peut-être pas le genre qu'il a préféré, comme beaucoup de ses contemporains qui se plaignaient de devoir faire des portraits sans fin, mais c'est vrai que c'était un art qui faisait vivre les artistes, donc il ne pouvait pas effectivement refuser les commandes de portraits. Et Vernet a été un grand portraitiste. Cet art du portrait chez lui est un peu difficile à appréhender, parce qu'évidemment ce sont des portraits qui sont partis dans les collections, chez des amateurs, chez tous les commanditaires. Et aujourd'hui on n'a pas forcément une vision très claire de l'art du portrait chez Vernet, à part avec un portrait comme celui de sa fille. Voilà, parce que Vernet était un homme qui avait une vie familiale très riche. Il est toujours resté attaché à son père, qui a toujours vécu avec le couple Vernet. Vernet lui-même avait épousé une certaine Louise Pujol, qui était la fille d'un tailleur de la reine au sens tailleur de la reine Marie-Antoinette, dont la famille était aussi assez proche de la famille d'Orléans. Et ils n'ont eu tous les deux qu'un enfant parvenu à l'âge adulte, c'est cette jeune Louise, qui était leur fille, qui a été la fille adorée, la fille chérie de Vernet, dont on a essayé de travailler l'éducation pour que ce soit la jeune fille accomplie, la plus parfaite, etc. Et il y a eu beaucoup d'enjeux autour d'ailleurs du mariage de cette jeune Louise quand elle a été en âge de convoler. Alors elle est représentée en fait ici par son père, à l'époque où son père est directeur de l'Académie de France à Rome. Il a eu ce poste, ce qui est assez étonnant, puisqu'il n'a pas suivi la formation classique du tout, et on se dit comment on a pu confier l'Académie de France à un artiste qui n'a pas un parcours habituel, et surtout qui n'a pas une vraie connaissance des prix, justement, des prix de peinture, qui sont le parcours obligé des grands artistes à l'époque. Et il peint sa jeune fille devant la Villa Médicis, dont on voit effectivement les tours à l'arrière-plan, et le tableau est envoyé à Paris pour être présenté au salon, où il donne l'image de cette mademoiselle Vernet, Louise Vernet, dont sa mère disait qu'elle ne connaissait pas une personne plus raisonnable que sa fille. Et alors, la personnalité de Louise Vernet a été importante à Rome à ce moment-là, parce que c'était finalement pratiquement la seule jeune fille disponible de toute la société française à Rome, à l'époque où Vernet était là-bas, parce qu'il y avait finalement à Rome l'ambassade de France qui assurait les relations diplomatiques, mais l'Académie de France aussi qui assurait plutôt la vie sociale en fait, de la ville de Rome, qui au XIXe siècle n'est pas une ville très amusante. Il semble qu'il y ait comme une espèce de chape de plomb un peu de l'église sur l'ensemble de la ville. Et Vernet, justement, comme directeur de l'Académie, essaie d'animer la société, de tenir salon, d'organiser des fêtes, des soirées régulièrement à la Villa Médicis. Et évidemment, dans ce contexte, la fille unique du directeur est très courtisée, notamment par les jeunes artistes, les pensionnaires de l'Académie, qui sont ravis de voir cette jeune fille, et dont on a des témoignages étonnants sur elle. Soit elle est présentée comme un ange de vertu, de beauté, etc. Soit elle est présentée comme une pain-bêche, peut-être par des soupirants éconduits. En tout cas, c'est une jeune fille pour laquelle les parents Vernet ont de grandes espérances. Donc il y a un jeune architecte qui se présente pour être éventuellement son fiancé, mais les parents Vernet trouvent que le jeune architecte ne répond pas financièrement à ce qu'ils voudraient pour leur fille. Et finalement, son père la mariera avec un de ses amis et élève, Paul Delaroche, qui est aussi un grand peintre d'histoire, qui est d'une génération intermédiaire entre lui le père et elle la fille, et elle lui donnera 2 enfants, 2 fils qui assureront en fait la lignée des Vernet jusqu'à aujourd'hui, sous le nom de Delaroche Vernet, et c'est donc les descendants de Vernet qui conservent encore un certain nombre de choses du fond pictural des Vernet, et qui ont prêté beaucoup de choses dans cette exposition, dont un portrait de Louise Vernet sur son lit de mort. Elle meurt en fait dans les années 1830 d'une forme de phtisie, en fait, comme beaucoup de jeunes femmes à l'époque. Et donc sa mort est un drame absolu pour ses parents, dont c'est le début probablement de la mésentente. Ils se sépareront quelques années plus tard. Et voilà, la mort de Louise Vernet est affreuse, mais heureusement, les parents Vernet ont 2 petits-enfants qui vont continuer la ligne familiale. Mais Louise ne s'est pas adonnée elle-même à la peinture, bien qu'elle ait reçu des leçons, bien sûr, de dessin et de peinture, comme pour toute jeune fille de bonne famille. Mais elle a épousé un peintre, Paul Delaroche, donc à ce point de vue-là, la suite était assurée. Les petits-fils n'ont pas pris le relais, malheureusement. Voilà, il est représenté comme une jeune femme de la Renaissance. Ça, c'est intéressant parce que Vernet, arrivant à Rome comme directeur de l'Académie de France, à 40 ans, découvre en fait la Rome qu'il aurait pu connaître plus jeune et où il n'avait pas eu l'occasion de séjourner longuement. Donc il redécouvre les peintures, l'art de l'Antiquité, les peintures de la Renaissance. Et là, on a un portrait inspiré par les portraits de Raphaël. On a l'impression de voir un portrait de la Fornarina dans une version un peu modernisée, rajeunie, de sa fille, qui est présentée comme vraiment une jeune femme de la Renaissance dans le décor de la ville éternelle chère à son père à ce moment-là.